Qu'est-ce que la convocation de l'ambassadeur du Burkina Faso par le gouvernement, les hautes autorités béninoises pourrait changer? Et quelle est la réalité de cette présence militaire française qui suscite tant de fantasmes? J'ai donc décidé d'aller enquêter sur place au Bénin, encouragé par les propos du porte-parole du gouvernement local, Wilfried Léon Ngbeji. Le général Tiani, s'il a l'occasion d'entendre cet audio, qu'il envoie tout ce qu'il a comme médias indépendants. Tout ce qu'il a comme médias indépendants au Niger. Ils n'ont qu'à venir, on va les faire visiter le Bénin. Depuis Cotonou jusqu'à Malanville, en passant par tous les coins, les axes frontaliers, et ils viendront regarder s'il y a une base ici. Une base militaire, c'est pas une aiguille dans une botte de foin quand même. C'est pas une aiguille dans une botte de foin. Donc, il peut déployer les moyens satellitaires qu'il veut avec ses alliés militaires du moment pour venir voir si on a une base ici. Le 27 mai dernier, j'ai fait les choses bien. Et j'ai demandé une autorisation de reportage à la HAC béninoise, l'organe en charge de l'accréditation des journalistes étrangers. Première surprise, son secrétaire général m'a reçu assez froidement, en disant que ma demande allait être examinée de près par le président, en raison, je cite, d'un précédent fâcheux. Ma vidéo dans le Nord, sur les soldats français à Kandji, n'avait visiblement pas plu aux autorités béninoises. Mais je me disais qu'avec les propos rassurants du porte-parole du gouvernement, j'allais pouvoir visiter le Bénin, de Cotonou à Malanville, et faire mon travail de journaliste en toute liberté. Eh bien, figurez-vous que je me suis bien planté. Parce que les autres disent, on a chassé les militaires français. Nous, on les a pris. Ils sont à Kandji, hein? Non, monsieur, on aura dans le gouvernement qui n'a pas de base. Mais c'est ce que le gouvernement vous a dit. Moi, je ne dis pas de seulement base. Il vous serait difficile de très facile. On a envoyé une mission. On a envoyé une mission. Les gens sont basés à Lebousso. Mais on a envoyé. Et aujourd'hui, mais quel type de demande avez-vous lorsque vous rencontrez le chef d'état-major des armées françaises, par exemple, lorsque vous rencontrez le chef d'état-major des armées américaines et tout le reste? On a vu un peu quelques images. Est-ce qu'ils ne sont pas venus demander au Bénin de lui permettre d'installer des bases? Et quelle est la réalité de cette présence militaire française qui suscite tant de fantasmes? J'ai donc décidé d'aller enquêter sur place au Bénin, encouragé par les propos du porte-parole du gouvernement local, Wilfried Léon Ngbeji. Le général Tiani, s'il a l'occasion d'entendre cet audio, qu'il envoie tout ce qu'il a comme médias indépendants. Tout ce qu'il a comme médias indépendants au Niger. Ils n'ont qu'à venir, on va les faire visiter le Bénin. Depuis Cotonou jusqu'à Malanville, en passant par tous les coins, les axes frontaliers, et ils viendront regarder s'il y a une base ici. Une base militaire, c'est pas une aiguille dans une botte de foin quand même. C'est pas une aiguille dans une botte de foin. Donc, il peut déployer les moyens satellitaires qu'il veut avec ses alliés militaires du moment pour venir voir si on a une base ici. Le 27 mai dernier, j'ai fait les choses bien. Et j'ai demandé une autorisation de reportage à la HAC béninoise, l'organe en charge de l'accréditation des journalistes étrangers. Première surprise, son secrétaire général m'a reçu assez froidement, en disant que ma demande allait être examinée de près par le président, en raison, je cite, d'un précédent fâcheux. Ma vidéo dans le Nord, sur les soldats français à Kandji, n'avait visiblement pas plu aux autorités béninoises. Mais je me disais qu'avec les propos rassurants du porte-parole du gouvernement, j'allais pouvoir visiter le Bénin, de Cotonou à Malanville, et faire mon travail de journaliste en toute liberté. Eh bien, figurez-vous que je me suis bien planté. 1 mois et demi après ma demande, j'attends toujours mon accréditation, qui ne m'a pas été refusée officiellement, mais qui a été ajournée pour des motifs plus farfelus les uns que les autres. D'abord, parce que le président de la HAC était en voyage. Ensuite, parce qu'il y avait des élections internes à la HAC. Et enfin, parce qu'une commission spéciale devait examiner ma demande d'accréditation. Commission qui n'existe pas dans le règlement intérieur de la HAC et qui semble avoir été inventée juste pour mes beaux yeux. Le président de la HAC me demandait de contacter son secrétaire général, qui lui-même me demandait de contacter le président, ce qui m'a rendu à moitié fou ces dernières semaines. J'ai bien sûr joint le porte-parole du gouvernement, qui a toujours été très poli, mais qui ne m'a pas été d'un plus grand secours. Lui aussi m'a recommandé de relancer le président de la HAC, qui me renvoyait vers son secrétaire général, qui lui-même m'a renvoyé vers... Bref, très clairement, on voulait me dire non sans me dire non. On n'a pas eu le courage de me refuser l'accréditation. Alors, les autorités béninoises ont louvoyé, comme toute bonne dictature qui ne s'assume pas. L'ambassade de France au Bénin doit aussi être contente de ne pas m'avoir dans les pattes. D'ailleurs, une nouvelle ambassadrice va arriver prochainement dans le pays. Il s'agit de Nadège Choua, qui a directement travaillé à la cellule diplomatique de l'Élysée. Je ne viendrai donc pas enquêter au Bénin, car je sais que j'y serai immédiatement arrêté et expulsé, ou tout du moins empêché de faire mon métier. Je ne pourrai donc pas avoir des preuves tangibles sur cette coopération militaire franco-béninoise qui a beaucoup à cacher.
Des sources dignes de foi et recoupées par mes soins m'ont indiqué que l'avion de renseignement, financé par l'Union européenne, était aujourd'hui basé sur l'aéroport de Tourou, près de Parakou, au centre du pays. Les renseignements collectés par cet aéronef seraient non seulement exploités par des militaires béninois, ce qui est logique, mais aussi par une poignée de coopérants français. Selon Intelligence Online, 6 autres drones devraient arriver prochainement, qui vont être livrés par la société française de l'air. Décidément, la France-Afrique n'est pas encore morte, elle est même toujours bien vivante au Bénin. L'Assemblée est un peu comme l'appendice du gouvernement. L'appendice où tout ce qu'on doit faire, il faut que les consignes viennent du gouvernement. C'est ça qui est triste parce que le pays a besoin d'institutions fortes. Le pays a besoin. Nous allons partir. Nous avons le président de l'Assemblée qui est là actuellement. Il est de ma génération, on a presque le même âge. Mais il va partir. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? L'obéissance servile au pouvoir exécutif? Non. Ça ne fait pas évoluer un pays. C'est ça qui débouche sur les coups d'État militaires. Comme l'a dit Agbenossi, après avoir profité longuement du régime de Talon, aujourd'hui il trouve que Talon fait des coups d'État constitutionnels. Ça me fait rire des intellectuels de ce genre. Mais on doit construire pour l'avenir. Récemment, le Parti des démocrates a engagé avec Nicéphore Soglo une action dans le cadre de la résolution de la crise avec le Niger. On a vu l'ancien président Boni Yahi, Nicéphore Soglo ensemble à Niamey. Ça a été une bonne initiative. Oui, d'abord je voudrais dire que ce n'est pas les démocrates qui ont organisé ça, c'est les deux anciens présidents. Mais je trouve que l'initiative est bonne. Pour avoir travaillé à la douane de Malambine, je sais le traumatisme que la fermeture des frontières cause à nos frères et sœurs du Nord. C'est pas bon, il faut qu'on règle ça. Or, on me dit que le chef de l'État avait voulu appliquer les décisions de la CEDEAO. J'en doute. La CEDEAO ne pouvait pas dire de fermer les frontières, d'aller en guerre. Mais il y a eu coup d'État au Mali, non? Est-ce qu'on a fermé les frontières? Il y a un coup d'État au Burkina, on a fermé les frontières. Je crois que le problème du Niger, il y a des révélations qui nous reviendront un jour, on comprendra. Parce que la CEDEAO ne peut pas se mettre dans cette logique. J'ai cherché le texte fondateur, le traité fondateur de la CEDEAO. Je n'ai vu ça nulle part. Et mieux, la CEDEAO a été initiée par deux chefs d'État putschistes, général Gowon et général Eyadema. C'est eux qui ont initié la CEDEAO. Mais ils ne pouvaient pas initier ça et mettre dedans qu'il faut prendre des mesures contre les putschistes. Donc moi je crois que la France nous a manipulés et on est tombé dedans. Aujourd'hui, ça nous retombe dessus. Et je souhaite que... J'ai senti que le président Talon même commence à être peiné de la situation. Et ça me réjouit. Je souhaite qu'on trouve une formule. Parce que les autres disent, on a chassé les militaires français. Nous, on les a pris. Ils sont à Kandi, hein? Non, monsieur, on aura dans le gouvernement qui n'a pas de base. Mais c'est ce que le gouvernement vous a dit. Moi, je ne dis pas de ce base. Il vous serait difficile de très facile. On a envoyé une mission. On a envoyé une mission. Les gens sont basés à Lebousso. Mais on a envoyé. Peut-être des instructeurs. Oui, mais si on envoie plus de 300 instructeurs pour former 200 militaires, je trouve que c'est formidable. On peut pas. On n'a pas d'éléments pour pouvoir soutenir. Moi, j'ai d'éléments. Je ne dis pas de me soutenir là-dedans. Moi, j'ai des éléments. Nous, on a envoyé des gens. Les démocrates, c'est beaucoup de militants du Nord. C'est beaucoup de militants du Nord. Toutes les missions qu'on a envoyées sont revenus nous dire les mêmes choses. Donc moi je dis, ça aussi, ça inquiète les Nigériens. Mais ne polémiquons pas trop. Souhaitons que la médiation... Et j'ai été heureux quand le chef de l'État a reçu les deux anciens présidents. Souhaitons que ça se termine bien. C'est le signe d'ouverture. Oui. Ça lui arrive de temps en temps de s'ouvrir. Je souhaite que ça nous permette de régler ça. Parce que les gens souffrent. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller passer par ces bananes, rentrer dans le Nigeria et remonter pour tomber à Niamey. C'est pas bon. C'est pas bon. On a besoin de nos ressources pour autre chose. Alors, une toute dernière question avant de boucler, honorable. Boni Yahi, vous l'avez combattu pendant 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes à ses côtés. Comment ça se passe, la cohabitation?
Je vais d'abord vous dire que je vais citer cette pensée de ce célèbre auteur, le prince de Machiavel. On évite un danger que pour encourir un autre. La prudence humaine consiste à éviter le pire. En me mettant avec Boni Yaye, je vais éviter le pire à notre pays. Voilà. Yaye Boni, c'est l'homme qui quand même sait reculer quand il voit le danger venir. Mais nous n'assistons pas à ça. Donc, il avait des qualités. Non, aucun président ne peut être nul. Talons à ses qualités. Ah oui, sinon c'est une insulte à ceux qui ont voté pour lui. Non, la population n'est pas bête. Mais il y a des choses ponctuelles, spécifiques sur lesquelles il faut. Yaye Boni savait reculer. Yaye Boni n'aurait pas fait un code tordu, alambiqué, qui ouvre droit dans le mur. On va dans le mur et on va vers l'impasse. Yaye Boni n'aurait pas fait ça. Quand les églises, la conférence épiscopale a commencé à créer, il aurait reculé. Bon, donc c'est peut-être pas trop tard encore ici au Cameroun. Non, je crois que le chef de l'État finira par se dire il y a trop de plaintes, il faut revoir ça. Aurélien Agbenonsi, bonjour. Bonjour. Suite au refus du Niger de rouvrir sa frontière avec le Bénin, celui-ci décide de bloquer l'évacuation du pétrole nigérien. Quelle est votre réaction? J'ai été un peu surpris d'apprendre que le gouvernement du Bénin a pris une telle mesure. Je pensais qu'on était dans une démarche d'apaisement et de retour à la sérénité. Donc j'ai été très surpris. À l'origine de cette crise entre les deux pays, il y a le putsch au Niger le 26 juillet dernier et la décision du Bénin de s'associer aux autres pays de la CEDEAO qui ont alors sanctionné les putschistes de Niamey. Est-ce que c'était, d'après vous, la bonne décision? Je m'étais abstenu pendant un an de m'exprimer sur ces questions-là pour une sorte de silence que je me suis imposé volontairement. Et je me suis dit qu'après un an, il était peut-être temps que je me fasse entendre pour contribuer à la recherche de solutions. Je pense que ce n'était pas la bonne décision parce que la CEDEAO, qui a recommandé ces sanctions qui sont plutôt radicales, la CEDEAO elle-même est dans une crise identitaire. On parle d'une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, puis on s'est retrouvé dans une situation où la communauté économique est partie directement sur un terrain politique. Et lorsque vous imposez des sanctions politiques, alors que votre rôle est de rester d'abord dans la recherche de convergence économique pour pouvoir pousser la croissance et favoriser le développement dans cet espace communautaire, forcément on arrive à une situation difficile comme celle-là. Et donc la décision, elle était dure, elle est conforme à un protocole qui existe, le protocole sur la gouvernance de la CEDEAO. Et je pense que très sérieusement, on aurait dû trouver une manière un peu plus simple de régler le problème, à savoir forcer sur le dialogue, trouver des compromis, établir des échéances de retrait des forces qui étaient responsables de ces changements, de ces ruptures dans l'ordre constitutionnel. C'est des choses qui ont déjà fonctionné dans le passé. Mais je crois qu'on est allé un peu trop fort et quand on va trop fort, parfois, ça ne marche pas. À la fin de l'année dernière, le Bénin a assoupli sa position à l'égard du Niger. Le président Talon a annoncé sa volonté de normaliser les relations et de rouvrir la frontière Bénin-Niger. Mais le Niger a refusé la main tendue. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le dialogue a été vicié. Il y a eu des suspicions de part et d'autre. Il y a eu des accusations de part et d'autre qui, forcément, ont fait disparaître la confiance entre les parties. Et je pense que si il n'y avait pas des interférences supposées au réel d'autres centres de pouvoir dans le dialogue entre ces deux pays, on ne serait pas arrivé à cette situation. Ensuite, je crois que le Bénin peut-être a sous-estimé l'importance du Niger dans son économie. Et on a vu le résultat plus tard, la situation du port. Le port de Cotonou. Le port de Cotonou en a souffert. Et du coup, le Togo en a profité. Le Togo en a profité. J'ai écouté les autorités des deux pays et j'ai compris qu'en fait, le Togo n'avait pas préparé spécialement une manœuvre contre le Bénin. Le Bénin non plus n'avait pas prévu que les choses prendraient une telle proportion. Et je pense qu'une saine appréciation de la réalité et du rôle de chacun aurait pu amener
amener à éviter cette situation. Pour justifier son refus de la normalisation, la junte au pouvoir au Niger a accusé le Bénin d'abriter secrètement une base militaire française dans le nord de votre territoire. Est-ce que c'est crédible? Il ne m'appartient pas de répondre à cela puisque je ne suis plus aux affaires depuis maintenant 12 mois. Mais je ne pense pas que cette lecture était exacte. Mais c'est aussi, vous savez, de la suspicion. Il y a beaucoup plus de suspicion dans ce genre de démarche et je crois que le dialogue direct, sans interférence, aurait pu vraiment aider à trouver des solutions concrètes. Donc, à votre connaissance, il n'y a pas de base militaire française au nord du Bénin? Je n'en ai aucune preuve. Et c'est en effet catégoriquement démenti par les autorités béninoises. Je n'ai pas de raison de ne pas les croire. Ces derniers jours, le ton est monté entre Niamey et Cotonou. C'était à l'occasion de la future inauguration de la plateforme pétrolière sur la côte béninoise. Le Niger a alors décidé d'envoyer une délégation au Bénin sans prévenir les autorités béninoises, en demandant simplement aux Chinois de la compagnie pétrolière CNPC de faire passer le message au Bénin. C'est un peu vexant, non? Je n'ai pas les détails de ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'il faut trouver des mesures d'apaisement. Je crois que le projet de pipeline est un projet utile pour les deux pays. C'est un projet important. C'est un beau projet. Je me souviens moi-même avoir été visiter les installations avec l'ancien président Bazoum lorsqu'il visitait le Bénin. Disons que le projet de pipeline mérite mieux que ce qui se passe. Alors pour le pouvoir militaire nigérien, cette manne pétrolière est très attendue. Elle est même vitale. Si votre pays, le Bénin, bloque l'exportation de ce pétrole, est-ce que le régime militaire de Niamey va pouvoir tenir longtemps financièrement? Écoutez, moi j'ai pas qualité pour parler au nom du gouvernement du Bénin, mais je sais que c'est un projet qui est vital. Et il y a d'autres questions qui sont importantes dans cette escalade qui est entre le Bénin et le Niger. Vous savez par exemple que le secteur privé a beaucoup souffert de la fermeture. Personne ne parle par exemple d'un fonds de compensation pour aider les acteurs du secteur privé qui ont laissé des plumes dans cette crise. Personne ne parle de solutions d'accompagnement pour les civils qui ont eu diverses difficultés. Et donc, la priorité, je crois, il faut remettre les intérêts supérieurs des deux pays au centre du jeu. Mon message, mon appel, je ne suis pas un donneur de leçons, c'est d'amener ceux qui sont en charge de la gestion publique dans ces deux pays à trouver le ton de la concertation. Vous savez, on dit souvent que toutes les guerres, toutes les batailles se terminent autour d'une table. Et le plus tôt que l'on s'assied autour d'une table, le mieux c'est pour les populations. La compagnie pétrolière chinoise CNPC a avancé le 12 avril dernier quelques 400 millions de dollars au pouvoir militaire nigérien, mais cette avance, elle va être très vite consommée par le Niger, et puis après, si le pétrole ne coule pas, eh bien il n'y aura plus d'argent pour le Niger. Est-ce qu'un jour ou l'autre, les deux parties ne vont pas devoir revenir à la table, peut-être sous médiation chinoise? Je ne sais pas quelle sera la médiation, mais je crois qu'il faut désigner tout de suite des intermédiaires pour leur permettre de se parler. Et le plus important pour moi, c'est que cette escalade s'arrête et qu'une solution soit trouvée assez rapidement. Malgré la fermeture de la frontière, il y a toujours des céréales et du maïs qui viennent du Bénin. C'est ce qu'on dit, oui. Et qui rentrent au Niger, mais cette fois-ci, le président Talon a l'air décidé à bloquer ce secteur informel qui continue de faire passer les céréales parce qu'il veut faire savoir au Niger qu'il n'est pas content. Est-ce que, de fait, ça ne risque pas de compliquer encore plus les relations entre vos deux pays? Je n'ai pas eu connaissance de cette décision qui aurait été prise par le gouvernement du Bénin, mais je pense que le message le plus important aujourd'hui, c'est de mettre la balle à terre et de mettre les intérêts bien compris des deux pays et surtout des populations au centre du jeu. Ce qu'a dit Patrice Talon ce mercredi devant la presse, c'est « Je regrette ces relations difficiles avec le Niger, mais j'espère qu'elles vont s'améliorer ». Il faut qu'elles s'améliorent dans l'intérêt des deux pays. Personne ne sera gagnant dans cette guerre. Personne. Aurélien Agbenonsi, vous avez été pendant 7 ans le ministre des Affaires étrangères du président Talon, et puis tout à coup l'année dernière, en dehors de tout remaniement gouvernemental, on a appris votre départ par un simple communiqué. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai servi le gouvernement de la République. Le moment était venu peut-être de passer à autre chose. Je suis passé à autre chose. Vous avez démissionné ou le président vous a demandé de partir? Je suis passé à autre chose. Et derrière ce rire, il y a que vous auriez bien aimé rester à votre poste? Je suis passé à autre chose. Donc vous êtes aujourd'hui... Il faut avoir le sens des pages qui se tournent. Et les pages ont été tournées. Voilà. Et le différent, puisque évidemment, si vous êtes parti, c'est qu'il y avait un différent entre le président et vous. Ce différent, il était sur la politique intérieure ou extérieure du Bénin? Je crois qu'il faut tourner les pages sont tournées et moi je suis passé à autre chose. Est-ce que vous vous êtes revus depuis 1 an? Ce n'est pas un sujet.
Et aujourd'hui? Ce n'est pas non plus un sujet. Aujourd'hui, vous êtes passé à autre chose, Je suis passé à autre chose. Je travaille dans le conseil géostratégique auprès de certains gouvernements. J'interviens dans des centres de formation. Vous êtes avec le Forum de Grand Montana, dont je suis le conseiller Afrique. C'est ça. Alors, il faut dire en 2 mots de quoi il s'agit. Alors, le Forum de Grand Montana, c'est une société savante qui abrite l'Académie diplomatique mondiale et qui fait du travail de conseil auprès de gouvernements, auprès de divers acteurs étatiques et non étatiques. Et je m'occupe des questions qui concernent l'Afrique dans ce dialogue-là. Et c'est à ce titre-là que vous souhaitez demain une réforme peut-être de la CEDEAO? Je crois, c'est important. Il y a une crise identitaire, il faut la réformer et puis en faire l'outil qu'il doit être. Ça va être un outil d'intégration. En gardant au sein de cette organisation les 3 pays qui veulent en partir. Ce serait souhaitable et je crois que les pays qui ont créé l'AES ont dit leur regret de partir. Et donc je crois qu'il faut à un moment donné, dans une famille, trouver les moyens de se remettre ensemble pour avancer. Aurélien Agbenonsi, merci. C'est moi qui vous remercie. Ce qui fait l'actualité depuis quelques jours, cette sortie tonitruante du capitaine Traoré, qui reprend à son compte les mêmes accusations, les mêmes griefs contre le Bénin. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de rupture de confiance avec le capitaine Traoré? Rupture de confiance à l'égard de qui? Entre le Bénin et le Burkina. De toute façon, nous au Bénin, on fait confiance à tout le monde. Sans nous laisser endormir, on fait confiance à tout le monde. Et nous avons des voisins qui sont pour nous des frères. Les pays qui nous entourent, nous avons pris l'habitude de les appeler les pays frères. Et les populations de ces pays sont également nos frères et sœurs, parce que en général, les populations sont les mêmes de part et d'autre de la frontière. Donc, non, nous on n'a même pas, on n'est pas dans cette logique-là de frères ennemis. On sait qu'il peut y avoir des difficultés par moment de collaboration entre les humains, entre les États. Mais lorsque ces difficultés ne tiennent pas, ne relèvent pas de raisons avéré, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir arrêter. On peut faire tous l'effort de mettre le sens de responsabilité au niveau qu'il faut, que les responsabilités suggèrent justement pour s'occuper véritablement des problèmes et des préoccupations de nos pays. C'est à ça que nous nous employons. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas dans l'escalade. Nous ne sommes pas dans l'entretien de la logorée verbale qui ferait que, à terme, les relations entre les populations elles-mêmes deviendraient plus difficiles. Vous avez dit ces accusations à la suite d'un autre pays, et je vous dis ici qu'elles sont fallacieuses et elles finiront par tomber, ou les intéressés finiront eux-mêmes par s'enlacer, comme ceux qui ont fait avant eux, je crois, ont commencé à comprendre que ça ne valait pas la peine. Mais l'insistance de ces accusations de présence hostile aux frontières du Bénin vis-à-vis des voisins du Niger et du Burkina, cela amène quand même à semer le doute dans l'esprit de l'opinion. Qu'est devenue la proposition d'une mission conjointe justement des responsables de ces pays-là sur les théâtres d'opération du Bénin? Monsieur Sounouveau, c'est précisément pour ne pas laisser le doute s'installer dans l'esprit de nos concitoyens que nous nous mettons en devoir de réagir chaque fois. Sinon, vous imaginez bien qu'on n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. Mais il ne faudrait pas que, dans l'esprit de nos concitoyens, se sédimente l'idée que nous abriterions des bases militaires étrangères, pire que nous formerions des terroristes pour aller semer le chaos dans les pays voisins. Il ne faut pas que ce soit le cas. Regardez, de tout temps, nous avons plusieurs de nos voisins, plusieurs pays de la sous-région et un peu au-delà, qui ont abrité ou qui abritent encore des bases militaires étrangères. Mais pour autant, le Bénin ne s'est jamais préoccupé de savoir pourquoi tel pays a fait tel choix, parce que nous considérons que c'est leur choix souverain. Et nous n'avons jamais considéré que les bases qui étaient présentes ou qui le sont dans ces pays-là seraient des menaces pour nous. Pour nous, chaque pays choisit comment il se gouverne souverainement. Et nous n'avons pas fait le choix d'abriter chez nous des bases militaires étrangères. Françaises en l'occurrence. Françaises en l'occurrence. À plus forte raison. Et former des terroristes alors même que ceux qui nous accusent de ça, regardez combien de leurs concitoyens, en fuyant l'insécurité chez eux, du fait de l'activité terroriste, viennent trouver refuge au Bénin. Donc la dernière en date, il n'y a pas 48 heures. On a une vague de 5000 Burkinabés qui sont venus au nord du Bénin parce qu'ils cherchent la sécurité et la quiétude. Vous suggérez là l'idée que c'est le Bénin qui devait être en droit de s'inquiéter. C'est vous dire que ce sont nos frères. Et là où nos amis ne sont pas vraiment fondés à tenir ce discours qu'ils tiennent, quand vous regardez la typologie du phénomène, et tous les spécialistes l'ont noté, il part du Sahel pour descendre vers la côte. Ce n'est pas le sens inverse. Bien que nous ne soyons pas
concerné au premier chef, il y a quelques années, le président de la République a été celui qui, au sein de la communauté, a suggéré une action concertée de tous les États. La mobilisation des moyens par nous-mêmes pour faire face à ce phénomène, plutôt que d'attendre une hypothétique aide étrangère. Sur le coup, il a été écouté, mais après je ne dirais pas entendu, parce que si l'initiative d'Accra est née de cette proposition du Bénin, après, de façon concrète, on n'a pas vu cette mobilisation des États mettant les moyens. Et c'est pour cette raison justement que le Bénin a dit, mais moi je n'attendrai pas que tout le monde soit prêt. Je commence à faire les efforts en mettant les ressources, et nous voyons combien cela coûte au budget national. En mettant les ressources, et dans notre stratégie, le capitaine Traoré, pour revenir à lui, vous savez que le président de la République a été l'un des tout premiers chefs d'État à se déplacer pour aller le voir, quand bien même il est arrivé au pouvoir par un coup de force. Pourquoi le président allait le voir? Parce que nous avions commencé des discussions avec son prédécesseur dans le cadre d'un accord de coopération militaire qui nous aurait donné le droit de suite pour aller jusqu'en territoire burkinabé débusquer ces assassins, parce qu'on sait qu'ils viennent essentiellement de là et de l'autre côté du Niger, mais à l'époque essentiellement côté Burkina. Vous parlez des terroristes. Bien sûr. Et donc quand le chef de l'État a fait tout ça, avec le recul, considérez bien que le Bénin n'est pas un pays où on produit des terroristes, et nous n'avons aucune envie de nous empêtrer dans des querelles inutiles qui n'apportent rien à notre pays et qui n'ont que l'effet de distraire nos populations et à terme de les opposer si ça continue comme ça. Et ça n'est pas bien. Justement, quant à cet accord, ce droit de poursuite négocié avec le Burkina, avec cette déclaration, est-ce que ça met nos forces en mauvaise posture à la frontière? Est-ce que ça remet en cause nos opérations habituelles sur le terrain? Est-ce que nos militaires sont en danger? Non, je crois que nos militaires ne sont pas plus en danger aujourd'hui qu'hier. Ils sont alertes et on salue ici leur professionnalisme, leur engagement. Nos militaires, ils savent que dans un contexte comme celui-là, il faut doubler de vigilance. Il faut doubler de vigilance, c'est tout. Et à part ça, je ne pense pas qu'il y ait de risque particulier à élever ici. Qu'est-ce que la convocation de l'ambassadeur du Burkina Faso par le gouvernement, les hautes autorités béninoises pourrait changer à ce climat délétère? Mais c'est déjà de signifier formellement notre indignation, notre désapprobation de cette attitude vis-à-vis de notre pays. Et je crois que les règles diplomatiques nous l'enseignent. Les autorités burkinabées comprendront que le Bénin n'est pas content, le Bénin n'est pas d'accord d'être ainsi traité par elle. Et j'espère qu'après cela, on n'assistera pas à nouveau à de nouvelles envolées de leur part avec des accusations tout aussi fallacieuses qu'injustifiées. Voilà, en parlant des réfugiés, est-ce que le Bénin ira jusqu'à emboîter le pas au Ghana ou la Côte d'Ivoire qui, ces derniers jours, ont refoulé, on ne saurait dire si ce sont des mesures de rétention, ont refoulé des réfugiés burkinabés vers leur pays d'origine? Non, les gens qui se déplacent ainsi sont en quête de quiétude. Si ils avaient la quiétude chez eux, dans leur village, dans les hameaux où ils vivent traditionnellement, ils ne chercheraient pas à venir ici. Et nous avons montré depuis 2016 au moins que nous sommes fondamentalement engagés sur le terrain du panafricanisme, sur le terrain de la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace CEDEAO. Et rien que pour ces raisons-là, nous leur apporterons toute l'assistance humanitaire nécessaire afin que, quand les conditions seront remplies chez eux, ils puissent repartir tranquilles, mais en étant ici, qu'ils n'aient rien à craindre, ils vivront protégés comme les Béninois le sont. Le président béninois était absent du dernier sommet de la CEDEAO à Abuja. Se met-il en retrait parce que les dossiers sont devenus difficultueux, notamment les questions sécuritaires, les difficultés avec le Niger, le Burkina et autres? Non, je crois que ça n'a rien à voir. Le chef de l'État a un agenda. Parfois, son agenda ne coïncide pas avec les rendez-vous de la communauté et ça n'était pas la première fois. Et ce qui est important à relever, c'est que pendant qu'il n'était pas là, il s'est fait représenter. Donc, le ministre des Affaires étrangères était bien à Abuja pour le sommet. Notre pays n'a pas boycotté ce sommet. Nous avons pris toute notre part aux travaux et le chef de l'État a dû avoir les comptes rendus de son ministre des Affaires étrangères. Cette clarification faite à propos de l'absence du président de la République lors du dernier sommet de la CEDEAO, si on a eu quelques réactions, il n'y en a pas eu beaucoup, des hommes politiques quant à cette question avec le Burkina, mais il y a eu une réaction qui sort du lot, c'est celle du député Arossi du parti les démocrates, qui est quelque peu frontale. Oui, puisqu'il reprend le relais des accusations extérieures sur la présence des bases étrangères hostiles sur le territoire béninois. C'est vrai que nous vivons dans un monde où tout est possible maintenant. La voix de notre père, parce que c'en est,
Basile Arrossi peut avoir été cloné. J'espère que c'est le cas. Parce que si ça n'est pas le cas, traditionnellement, on lui reconnaît un certain sens de responsabilité quand même. Et c'est pour ça que j'ose penser que sa voix a pu être clonée. Un certain sens de responsabilité qui fait que je lui accorderai le bénéfice du doute pour dire qu'en l'espèce de deux choses l'une. Soit il a dû faire un cauchemar en voyant des bases militaires étrangères ou des forces étrangères sur notre territoire. Soit il a eu un moment de faiblesse où il n'était pas tout à fait lui-même et quelqu'un a alors pu squatter sa bouche pour dire ce qu'on a entendu qui est proprement grave de la part, qui plus est, d'un élu de la nation, député à l'Assemblée nationale. Votre réplique est sévère. Que les étrangers embauchent cette trompette pour masquer leurs difficultés du moment ou pour un objectif politicien inavoué, c'est une chose. Mais que des nationaux, d'un certain niveau de responsabilité, leur emboîtent le pas, cela est grave. Je dirais même très grave. Mais c'est encore là le signe que nous restons le Bénin, cette belle démocratie. Malgré nos imperfections, nous restons le Bénin, cette belle démocratie, où chacun peut dire ce qu'il pense, comme il veut, à tort et à travers même parfois. Parce que dans certains pays que j'imagine là, tenir ce genre de propos, vous mettre témoin, aurait eu des conséquences lourdes. Que l'on soit simple citoyen ou que l'on soit responsable politique ou administratif d'un certain niveau, tenir ces propos mensongers contre son pays, dans certains pays que je vois là, je répète, aurait eu des conséquences autrement dramatiques. Si leurs auteurs se réveillent vivants le lendemain, soit ils sont au fond d'une cellule, soit ils sont 6 pieds sous terre, ou carrément, ils sont enrôlés de force pour aller au théâtre, aller démontrer ce qu'ils savent faire lorsqu'il y aurait des forces étrangères. Donc je veux espérer que ce que nous avons entendu, qui ressemble à la voix de M. Basile Arrossi, n'est pas sa voix et qu'elle a dû être clonée. Vous semblez douter même de la réaction qu'a eu le député Basile Arrossi sur cette question d'accusation. Je ne crois pas qu'il ait pu dire ça. Vous le prêtez des fantasmes. Monsieur Sounouvou, je ne crois pas qu'il ait pu dire ça. Parce que, mais le fait est qu'il a dit. On vous le rappeler, c'est un député. Il lui est loisible de demander que l'Assemblée nationale initie une commission d'enquête parlementaire ou interpelle le gouvernement au cas où il ne le saurait. Si l'autre pays avait un accord de coopération militaire qui fasse qu'on doit abriter des bases militaires, vous pensez bien que cela ne peut pas se faire hors l'Assemblée nationale. Ou peut-être demander au gouvernement d'organiser une mission, une descente sur le terrain. Est-ce que vous êtes favorable? Le député a 1000 moyens de savoir. Donc, il lui appartient de mettre en exergue ses prérogatives de député plutôt que, je réitère mon doute que ce soit sa voix, et c'était le cas, plutôt que donc de se livrer à de telles déclarations qui, de mon point de vue, sur le coup, jure avec le sens de responsabilité qu'on lui reconnaît habituellement et qu'on peut lui prêter. En tout cas, chef, ce n'était pas des artifices d'intelligence artificielle. Voilà, en parlant d'Arrossi, en mettant ce cas de côté, n'est-ce pas inquiétant qu'au-delà de ce cas-là, même si vous le déplorez, que dans le landerneau politique, il y a une sorte d'atonie un peu inquiétant, même dans la mouvance présidentielle. En réalité, c'est un peu comme si personne ne voulait se mouiller sur ce dossier. Non, moi, les acteurs politiques que j'ai entendus opiner sur le sujet, on dit ce qu'ils pensent, parce qu'ils savent très bien que ces accusations sont infondées. Mais ils le font sous cloche. Vous leur donnez peut-être pas assez la parole, ou vous les invitez pas. Ils peuvent l'employer, cette parole publique. Mais invitez-les. Ils sont en responsabilité de le faire. Invitez-les et ils vous diront bien ce qu'ils pensent. Ils savent très bien que le pays n'est pas à cela. Tout le monde l'a suivi d'ailleurs. Les dernières déclarations du président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, qui dit clairement que le Bénin abriterait des bases terroristes ici pour pouvoir destituer son régime. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu ces propos du capitaine Ibrahim Traoré? D'abord, nous avons eu un air un peu amusé quand on a appris une telle information, de tels propos venant d'un militaire qui, a priori, connaît la définition d'une base militaire. Je voudrais d'abord, avant tout propos, dire qu'une base militaire, c'est une installation qui abrite des forces armées d'un pays. Une base militaire est censée être le lieu où on peut faire des entraînements. C'est censé être le lieu où
on peut stocker du matériel et des équipements militaires. C'est censé être le lieu où les militaires peuvent se loger. C'est aussi être un lieu où on peut installer un centre de commandement des opérations. Et les bases militaires, il y en a de plusieurs types. Et il y en a de type aérien, si c'est une armée de l'air qui est installée. Il y en a de type terrestre, si c'est une armée de terre, c'est une unité de l'armée de terre qui est installée. Il y en a aussi de type naval, si c'est une unité de la marine qui est installée. Une base militaire aussi peut abriter des structures interarmées, des structures de plusieurs types d'armées, armée de l'air, armée de terre, comme de la marine nationale. Et à ce titre, quand on parle de cette définition, on peut dire que la base aérienne 101 de Niamey, c'est une base militaire. La base Ouedraogo à Ouagadougou, c'est aussi une base militaire. Le camp Séropéra de Parakou, c'est une base militaire. C'est vous dire que la plupart de nos installations militaires sont considérées comme des bases militaires. Mais la polémique enfle surtout au niveau de l'existence d'une base militaire étrangère. Étrangère, justement. Je dirais que de manière péremptoire, que le Bénin n'a pas vocation à avoir une base militaire étrangère sur son sol. Et jusqu'à aujourd'hui, le Bénin n'a pas de base militaire sur son sol. Donc vous êtes en train de dire que le Bénin n'a pas vocation à avoir une base militaire. Le Bénin n'a pas vocation. Le Bénin a des bases militaires, mais le Bénin n'a pas vocation à avoir des bases militaires étrangères. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis de manière péremptoire que le Bénin n'a pas de base militaire étrangère sur son sol. Et c'est d'autant plus vrai que nous n'ambitionnons pas d'en avoir. Et nos partenaires n'ambitionnent pas non plus d'installer des bases militaires sur notre sol. D'abord, une base militaire, il faut que le pays qui l'accueille puisse en manifester la demande. Il faut que le partenaire qui veut s'installer aussi puisse en manifester la demande. Nous n'avons pas ce type de demande. Donc, il n'est pas question qu'on puisse dire que le Bénin a une base militaire étrangère sur son sol. Et aujourd'hui... Mais quel type de demande avez-vous lorsque vous rencontrez le chef d'état-major des armées françaises, par exemple, lorsque vous rencontrez le chef d'état-major des armées américaines et tout le reste? On a vu un peu quelques images. Est-ce qu'ils ne sont pas venus demander au Bénin de lui permettre d'installer des bases? Sur ce point, je peux vous dire que nous tissons des liens de partenariat qui font que nous avons des accords de coopération. Les accords de coopération sont ces accords qui nous permettent d'avoir du personnel pour pouvoir assurer ponctuellement la formation de nos personnels, d'avoir des instructeurs, ce que nous appelons des instructeurs, pour pouvoir nous assurer la formation de nos personnels. Et nous sommes une armée aujourd'hui en pleine redynamisation. Il n'y a pas de guerre qui puisse se faire en autarcie. Et nous avons besoin de densifier nos capacités. Nous avons besoin d'aguerrir nos personnels face à la menace terroriste. Et quand on se met dans cette posture, évidemment que nous avons besoin des partenariats de tout type. Les partenariats américains, français, belges, russes. Et puisque, justement, ces accords de partenariat avec la Russie nous permettent aussi de former beaucoup de personnel.